Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans l'entretien hebdomadaire de Vision. Vision qui a été décalée ce soir en raison de la diffusion du carnet de campagne qui vous sera d'ailleurs proposé à partir d'aujourd'hui tous les soirs durant toute la campagne électorale pour les législatives à venir. On se retrouve donc ce soir en direct et nous parlons d'une entreprise qui, avec la crise sanitaire actuelle, a dû faire face et de manière frontale à ses capacités de résilience déjà entamées par ses difficultés financières. La Sonelgaz, qui se présente elle-même comme une locomotive de développement socio-économique du pays, a donc choisi de changer de cap et d'aller plus vite vers la transition énergétique et un déploiement plus visible à l'international, notamment dans le bassin régional et africain. Le train s'est de toute manière mis en branle avec l'adoption cette semaine, vous le savez, par le Conseil des ministres du plan d'action pour les énergies renouvelables et sa mise en œuvre immédiate des 1000 mégawatts d'énergie solaire durant l'année en cours. Vision reçoit pour en parler M. Shahar Boulkharas, président directeur général de la Sonelgaz. Bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir mesdames et messieurs les téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est également un plaisir pour moi de me retrouver aujourd'hui avec vous. Très bien, alors avant de parler... Vous êtes le bienvenu. Avant de parler des projets d'envergure dont je viens de citer une partie, il y a cette autre priorité de la Sonelgaz, immédiate d'ailleurs, avec le passage à la saison chaude et un plan spécial pour cette saison particulière pour les Algériens et particulière en termes de consommation d'énergie, même s'il est impossible, selon vous, selon vos déclarations, d'atteindre le niveau zéro coupure. C'est bien cela? Absolument, madame. Comme tout énergéticien et à l'instar de tous les groupes qui travaillent dans le domaine de l'énergie électrique et gazière aussi, je peux vous dire aujourd'hui que toutes les dispositions ont été prises à chaque année. Et puis, Sonelgaz, tout d'abord, elle travaille par des plans donc à court et moyen terme, sur une stratégie, sur des plans de développement sur une dizaine d'années, des plans aussi à moyen terme sur 5 années. Mais avant chaque année, notamment avant l'été, comme vous le savez, l'été est une saison où le pic de consommation atteint des niveaux records, comme chaque année. Nous préparons et nous mettons en œuvre tous les plans d'action en termes de renforcement d'une capacité additionnelle de notre flotte de production. En termes d'ouvrages de transport et bien sûr au niveau de la distribution également. Nous avons cette année rajouté encore une capacité additionnelle en termes de production qui dépasse les 2500 MW. C'est important, donc ils vont se rajouter encore... Alors ça nous donnera une puissance maximale de 16 450 MW. 16 400, c'est la puissance maximale appelée qui est attendue, c'est le pic. Oui. Ça, c'est la demande. Mais 17 300 MW en cas de scénario de forte chaleur, etc. Comme vous mais est-ce que nous ne sommes pas... Mais là, je parle de la puissance additionnelle disponible pour faire face justement à cette demande, madame. Nous avons rajouté aussi plus d'une centaine de postes haute tension, donc mis en service en préparation de l'été, mais également plus de 1200 km de réseau de distribution, 2 postes de transformateurs donc au niveau aussi de l'ensemble des wilayas du pays, avec un programme de maintenance également pour justement faire face à cette forte demande, avec aussi la mobilisation des équipes en cas d'incident pour une réactivité et une célérité d'intervention et surtout de communication. Alors la Sonelgaz qui ne veut plus être critiquée pour les délestages intempestifs qu'on a pu connaître par le passé. Vous venez de parler de cette capacité de production additionnelle. Est-ce que nous ne sommes pas finalement en train de créer une situation énergétique un peu dangereuse à chaque fois en ajoutant des capacités supérieures chaque année de plus en plus? Pourquoi dangereuse, madame? C'est des capacités additionnelles pour répondre à une demande croissante, pour d'abord doter le marché national de ces deux précieuses énergies, et puis répondre à une demande croissante et alimenter aussi l'économie. En termes de sécurité énergétique. Et alimenter aussi l'économie du pays, parce qu'il y a un besoin qui est croissant. Vous savez, en dépit du Covid l'année passée, la demande n'a pas cessé de croître. Et c'est vrai, ce n'était pas au même niveau qu'a connu les années précédentes. On était à 2 chiffres pour répondre à la demande, notamment durant le pic d'été, induit principalement par la climatisation. Mais c'est des investissements incontournables pour mettre à l'abri le domestique, le tertiaire et l'économie en général
pour répondre à la demande. Mais en termes de sécurité énergétique, M. Boulkhalas, C'est justement, ces investissements visent à sécuriser davantage l'alimentation en énergie électrique et gazière. mais pourquoi nous ne faisons rien pour infléchir cette courbe ascendante de consommation d'énergie au lieu d'augmenter les capacités chaque année de plus en plus? Là, vous nous interpellez sur une question qui est cruciale aujourd'hui, c'est le modèle énergétique. Le modèle énergétique, madame, agit principalement sur les deux aspects. Le modèle de consommation et le modèle de production. Oui. Aujourd'hui, on doit agir sur les deux, simultanément. Le modèle de production, c'est justement en introduisant de nouveaux modes de production, en plus du classique, du conventionnel, qui va accompagner, bien entendu, la transition énergétique, et par d'autres moyens aussi renouvelables, aussi. Agir aussi sur le modèle de consommation, c'est freiner, ralentir un peu la demande par des actions d'efficacité énergétique, par aussi une prise de conscience, en évitant un peu le gaspillage, des réflexes un peu d'économie d'énergie. Tout ça va contribuer à freiner la demande. Mais le schéma idéal également, en agissant sur la demande, c'est comment lisser cette courbe de charge, justement. C'est une préoccupation de tout énergéticien. Mais comment y parvenir? Et c'est la nôtre également. Pour la lisser, c'est développer de demandes sur d'autres secteurs hors domestique. Aujourd'hui, presque 80% de la production est destinée vers le domestique. Dans certains pays, c'est du 50-50. Donc c'est ça l'objectif. Je pense, avec la relance économique, prônée aujourd'hui par les pouvoirs publics, cette dynamique de relance économique et sociale permettrait justement, en incubant un véritable tissu industriel, en développant l'agriculture et tous les autres secteurs, bien sûr, économiques, ça permettrait justement d'attirer la demande et la réorienter, la transposer vers d'autres usages et qui permettrait justement de lisser cette courbe de charge au lieu d'une cloche ou d'une montagne anticlinale. Ça sera une courbe lissée sur toute l'année et ça permettrait justement de rentabiliser davantage les investissements colossaux et capitalistiques consentis par Sonelgaz jusqu'à maintenant pour répondre justement à une demande de pointe-été qui dure en général 2 mois. Ce sont des plans à moyen terme, à long terme, mais qu'est-ce qu'on fait chaque année avec cette courbe ascendante? Par exemple, la Sonelgaz qui peut intervenir directement sur ce qui est appelé la 4e énergie. Vous en avez parlé. Celle qui n'est pas gaspillée, justement. Absolument. Comment la récupérer? On sait que nous sommes à des taux de perte énergétique. La Sonelgaz est passée de 17-18% à 12-13%. C'est tout de même le double de ce qui est perdu. On parle de perte technique à l'étranger, ce qui est acceptable. Chez nous, c'est encore 12-13%. Mais on était à des proportions plus supérieures que cela. On était à 17-18%. Oui, je viens de le dire. Beaucoup d'efforts ont été consentis pour ramener justement ce taux à un seuil que je considère normatif pour un pays comme le nôtre. Mais les efforts vont continuer pour les ramener à des seuils techniques, ne serait-ce que. La demande, nous adaptons à la demande. Et je pense, ce qu'a lancé comme objectif très ambitieux, donc le ministère de la Transition énergétique, de faire reculer un peu la demande de 10% à travers le plan d'action d'efficacité énergétique, pourrait justement contribuer 10%, c'est très important, pourrait justement éviter peut-être quelques investissements à l'amont, ou les réduire, et les réduire, pour peut-être donner place et lieu à d'autres actions d'efficacité énergétique et un investissement, bien sûr, réorienté vers les énergies renouvelables, au détriment, une partie, bien entendu, de l'énergie classique, qui va tout de même continuer à assurer le backup sur les années à venir. Il faut expliquer, le backup, c'est le backup, maintenir savez, quand même les énergies renouvelables, les énergies renouvelables produites, elles seront toujours les bienvenues, c'est nécessaire. Le chemin des ENR est incontournable, il est irréversible, à l'instar de celui du digital, d'ailleurs, de la numérisation. Mais en énergie renouvelable, on raisonne énergie, on ne raisonne pas capacité installée. La demande, on la satisfait par une puissance installée, qui est par le conventionnel que nous utilisons aujourd'hui, par le cycle combiné, donc turbine à gaz et vapeur. Mais ce qui a permis d'économiser à peu près 40% du gaz consommé. Pour la même production consommée ou produite. Aujourd'hui, ce backup est incontournable, donc le gaz va accompagner du mix énergétique pour réduire justement le recours au gaz pour quelles sont les produire d'électricité. En termes de chiffres? Je vais juste expliquer la notion du backup, si vous permettez, madame. Les énergies renouvelables viendront en appoint, en support, à la base certes, mais en support pour justement éviter le gaz consommé pour produire l'énergie électrique. Mais comme vous savez, le caractère intermittent des énergies renouvelables va fatalement donc impliquer la poursuite des investissements, pas du même degré, pas de la même échelle bien entendu, réduit selon les programmes de développement futurs, trouver un peu le juste milieu et le compromis entre les ENR
et l'investissement dans la production classique ou conventionnelle. Pour le développement du cycle vapeur-gaz, est-ce qu'il y a la volonté d'aller plus loin, plus que la production des 40%? Ah oui, aujourd'hui... Dans quel délai? Aujourd'hui, toutes nos centrales qu'on réalise sont réalisées de cette manière, en cycle combiné, depuis déjà 3-4 années. Et pratiquement la capacité installée sur les 22 gigas installés, nous avons un peu plus que des 2 tiers sont déjà, ou même je dirais les 3 quarts, fonctionnent déjà en cycle combiné. Donc c'est un effort considérable qui a été consenti en la matière. Et puis, conjugué à un programme des énergies renouvelables, conjugué aux efforts d'efficacité énergétique, je pense que tout cela pourrait... Dans quel délai? Il nous faut des délais, M. Boulkhalas, parce qu'on parle toujours de Madame, plan... Sonelgaz demeure l'outil de mise en œuvre d'une partie de la transition énergétique. Je pense que le ministère de la Transition énergétique est mieux placé pour donner les gestions. Je pense que le professeur Choutour s'est exprimé sur le sujet, sur les horizons. Donc, on parle d'un programme de 15 000 MW à l'horizon, donc aux horizons 2030, 4 000 MW avant 2025, et on vient d'annoncer 1000 MW qui seront lancés cette année. Sonelgaz, avec sa grande sœur Sonatrach, jouera un rôle en matière de développement de transition énergétique. Cette entreprise mixte qui a été créée donc avec la Sonelgaz. Mais avant de parler des énergies renouvelables, on va parler recouvrement avec les créances de la Sonelgaz qui ont carrément triplé en moins d'une année pour atteindre les 180 milliards de dinars de factures impayées. Vous avez évoqué à plusieurs reprises vous-même le recours aux coupures d'électricité. Sonelgaz aurait procédé à des coupures, notamment dans certaines APC, vous pourrez nous le confirmer ou l'infirmer, certaines APC du pays. Est-ce que le plan spécial de recouvrement à l'amiable, on va dire, n'a pas donné ses fruits? Est-ce que vous allez revenir aux coupures? Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup de citoyens qui continuent à régler leurs créances. Il n'y a pas que les citoyens, on parle sans aucun problème, notamment des institutions étatiques. Y compris les administrations. Donc nous sommes à peu près sur du 50-50. Et c'était prévisible, c'était logique. Donc c'est des incidences un peu de la crise sanitaire qui a fait que nos créances ont atteint ces niveaux qui ont sincèrement donc fragilisé notre trésorerie. Et puis nous avons travaillé sur beaucoup d'ingénierie financière pour trouver un peu les solutions et les voies et moyens pour justement gérer cette crise et accompagner. Ce n'était pas tellement notre priorité, madame. Notre priorité durant la crise sanitaire, c'est comment préserver la vie de nos citoyens, contribuer à l'effort national de la lutte contre la pandémie, préserver notre personnel pour continuer et les mobiliser à donner et à poursuivre cette mission du service public, donner de l'électricité aux Algériens et aux Algériennes confinés chez eux. C'était ça la priorité. Le côté commercial, on l'avait vraiment relégué en seconde position. Bon, maintenant, on a repris un peu les choses en main. Le plan donc, de coupure, nous l'avions entamé de fin d'année, donc à travers aussi des actions, tout en protégeant un peu la classe qui était plus ou moins fragile, parce qu'avec 3 ou 4 factures cumulées, ce n'était pas évident de procéder à leur recouvrement. Nous avons accordé toutes les facilités, toute la communication nécessaire. Pour le moment, nous avons suspendu jusqu'à nouvel ordre. Nous continuons à le faire. La crise Covid est toujours là. Oui. Les coupures pour les citoyens, pour leur permettre... donc, il y avait quand même, nous sommes une entreprise citoyenne, il y avait le ramadan, il y avait etc. Donc, nous avions essayé d'accompagner donc, les difficultés aussi de nos citoyens. Mais je pense que nos citoyens sauront nous rendre la monnaie, comme on dit. Et je sais que c'est des niveaux de créances qui seront crescendo, aller vers un décroissement graduel. Et nous faisons confiance à l'esprit de responsabilité aussi de nos Donc vous n'êtes pas inquiet parce qu'une partie de ces notre clientèle, bien sûr, par la suite, la coupure demeure aussi un moyen pour un peu recouvrer ses créances, mais aujourd'hui, ce n'est pas encore mis sur la table. Donc ce n'est pas une priorité à la Sonelgaz. La coupure, oui. Maintenant, nous l'avions relégué à une seconde position pour maintenir notre rôle, notre engagement citoyen de telle entreprise qui est quand même une entreprise historique, qui a toujours su survivre à toutes les crises, à toutes les tempêtes. Et la dernière crise, donc je peux dire aujourd'hui que nous sommes sortis vainqueurs. Hein. Nous avons beaucoup appris, nous avons capitalisé, nous avons mis à l'épreuve. Pardonnez-moi, avant de passer à une autre idée, la Sonelgaz est avant tout une entreprise économique et ce sont des dettes qui ont un impact très négatif sur l'équilibre financier justement, madame, de l'entreprise. Sonelgaz est une entreprise économique, mais nous essayons toujours de conjuguer cet impératif économique avec aussi l'impératif du service public. Nous demeurons un outil donc, de l'État
et au service du citoyen, dont sa mission primordiale, c'est assurer un service public. D'ailleurs, dans notre plan stratégique en 2035, l'amélioration de la performance du service public est le premier axe principal sur lequel repose notre stratégie future. Mais il y a les industriels, il y a les institutions de l'État qui sont de mauvais payeurs et par lesquels on pourrait commencer. Le recouvrement continue, se poursuit. Oui, mais à quelle cadence? Cette histoire de recouvrement date depuis des années, M. Boulkhras. Le démarchage continue. Nous encaissons des créances tous les jours. Oui. Peut-être pas de la même... À quelle hauteur? De la même cadence habituelle. C'est normal parce que même avant, il y a des citoyens dont on n'avait pas besoin de couper pour procéder au recouvrement. Donc le recouvrement, c'est vraiment, même avant la coupure, l'ultime recours pour les citoyens. Vous avez opté pour un plan d'arrangement à l'amiable. Il y a de la communication qui s'installe, il y a de la confiance qui s'installe. Oui. Nous n'avons pas de problème particulier. Et il est vrai que nous relancerons donc au moment opportun une action peut-être d'envergure dans ce sens. Et puis, à côté, donc l'État n'a pas abandonné Sonelgaz aussi. Les autres autorités continuent à nous accompagner. Oui. Sinon, comment croyez-vous que nous avions pu faire face jusqu'à maintenant à ces dépenses d'investissement colossales, à répondre à la demande, avec une qualité de service que je considère irréprochable, celle de l'été passé, en plein Covid. Aujourd'hui, peut-être aussi, c'est rendre hommage à nos travailleurs. Certains étaient confinés dans des centrales, dans des centres de conduite, dans des postes haute tension, qui n'ont pas vu leur famille pendant des mois, avec des équipes séparées. Interdiction de contact. Une troisième équipe confinée chez elle. Pour ne pas... C'est un métier d'expertise. Et nous sommes sortis, comme je viens de le dire, vainqueurs de cette crise. Elle nous a vraiment renforcé davantage. Elle vous a grandi. Testé, comme vous l'avez si bien dit dans votre introduction, tester notre véritable capacité de résilience. Nous avions même pu secourir nos pays voisins en pleine période de Covid. La Libye, ça confirme, absolument. Ça confirme le degré, je dirais d'abord de maturité, de responsabilité, mais de compétence aussi de Sonelgaz, que je considère aujourd'hui un véritable vivier de compétences, d'intelligence. Et personnellement, j'étais très satisfait de la volonté de nos travailleurs d'aller toujours de l'avant. Mais il y a, M. Boulkhras, cette inquiétude autour de la santé financière de la Sonelgaz, qui n'est jamais très claire, hein, notamment au niveau des médias. On ne sait pas comment se porte la Sonelgaz. Vous venez de parler du soutien de l'État, effectivement, il est là. Mais aujourd'hui, on sait que nous sommes en crise économique. Les perspectives économiques sont plutôt moroses. Il n'y aura peut-être pas toujours ce filet de sécurité de l'État. Lorsqu'on vous parle aujourd'hui de la santé financière de la Sonelgaz, vous opposez toujours des arguments sur les gros investissements consentis par la Sonelgaz. Et effectivement, dans presque à tous les niveaux de développement, la Sonelgaz a consenti de gros investissements pour offrir une qualité de service meilleure. Mais est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un mastodonte au pied d'argile ? Je ne pense pas, tu es tout à fait d'accord, c'est une mastodonte, mais elle n'est pas au pied d'argile, bien au contraire, c'est une entreprise qui existe depuis 52 ans déjà, hein, en 69, et si je compte encore les années EGA, nous sommes une entreprise prestigieuse qui existe depuis 3/4 de siècle, qui a su capitaliser, qui a su former, absolument, qui a su créer de la relève des compétences, et qui a su... s'adapter au fil des années et continue à s'adapter même actuellement avec une vision. Et ça tombe bien, votre émission parle de vision. Et nous sommes justement sur une vision à des horizons 2035. Oui, comment allez-vous infléchir cette tendance ? Les entreprises les plus fortes ou les espèces les plus fortes, ce n'est pas celles qui grandissent vite, ce n'est pas celles qui ont une capacité de résilience, mais c'est celles qui changent. D'ailleurs, on dit que la seule variable qui doit rester figé, c'est la pérennité. Absolument, c'est la pérennité. Et je pense aujourd'hui, nous sommes dans cette perpétuelle adaptation donc, au changement, conscients des points faibles, de nos faiblesses, mais également de nos points forts et de nos atouts. Et nous en avons acquis au fil des années. Quels sont les atouts pour être précis de Sonelgaz. Donc, les pieds de Sonelgaz, je vous tranquillise, madame, sont très bien solides, mais nous ne crions pas victoire. Nous sommes conscients que nous avons beaucoup de choses à faire. Ce qui marche bien va demeurer. Ce qui marche assez bien on doit le parfaire.
Et c'est au centre de nos ambitions et de nos objectifs stratégiques. C'est qu'il n'existe pas, on doit le créer. Donc, l'innovation. Quels sont les atouts aujourd'hui de la Sonelgaz qui vont lui permettre d'engranger, notamment de la devise? Vous avez parlé du déploiement du groupe à l'international, en Afrique notamment. Si vous m'avez donné l'occasion de vous donner un peu les 6 axes sur lesquels repose notre vision, notre stratégie, vous allez trouver que le 3e axe sur lequel repose notre vision future, c'est le déploiement à l'international et conquérir d'autres territoires, ô combien même les opportunités sont énormes, surtout sur ce magnifique continent que je découvre personnellement depuis 2 ans. Je suis à la tête de ce prestigieux groupe. Et les niches qui sont très importantes, que nous avions déjà concrétisé des actions. Ça reste timide, nous sommes en train de nous développer. Il y a aussi cette volonté politique, comme vous le savez très bien. Oui. Et là, on constate nous-mêmes une dynamique pour conquérir ce continent dans le domaine de l'énergie, à l'instar des autres secteurs également. Et je pense qu'à travers cette volonté, l'écosystème sera mis en place et on sera plus présent dans ce contexte. Alors avec qui? Quel pays? Nous sommes déjà Vous êtes en négociation? Nous sommes présents dans 10 pays en termes de formation. Oui. C'est des contrats signés, mis en œuvre, une dizaine de pays en termes de formation à travers notre filiale IFEC. Nous sommes présents dans 1 ou 2 pays voisins, au moment où je vous parle. Et nous avons signé beaucoup de contrats cadres. Le dernier, donc, comme vous le savez, c'était avec GECO de Libye, il y avait aussi avec la Guinée équatoriale. Et nous sommes en train aussi d'avoir cette veille économique en contact avec les missions économiques de nos ambassades pour voir un peu le potentiel, disposer des niches et cibler des opportunités à travers une matrice que nous sommes en train d'établir sur ce continent, bien sûr en attendant que d'autres facilités... Élargir ces partenariats à d'autres formes que... élargir le partenariat à plus que de la formation, à réellement à d'autres segments d'activité. Nous sommes très avancés sur beaucoup de sujets, en termes d'équipement, oui, en termes de réalisation, de services, c'est très important. L'Afrique, madame, dispose d'un grand potentiel dans le domaine énergétique, notamment l'électricité. Vous savez qu'un Africain sur 2 n'a pas accès à l'électricité aujourd'hui, malheureusement, au moment où je vous parle. L'équivalent de 640 millions d'Africains. Il y a des pays dont le taux de pénétration d'électricité ne dépasse même pas les 15%. D'autres, l'électricité est disponible seulement dans quelques grandes agglomérations. Et encore, avec... donc il y a un marché à prendre, très avec un délestage récurrent, quelques heures seulement, donc c'est un marché très important. Nous ne sommes pas seuls sur ce continent. Bien sûr, il y a de la concurrence, mais nous avons beaucoup d'atouts. Notre position géographique, il y a aujourd'hui cette relance économique, il y a cette volonté de la Nouvelle-Algérie aussi, et nous constatons depuis un certain moment un accompagnement véritable des hautes autorités et même des secteurs impliqués aussi avec nous dans le sillage, les finances, le commerce, les banques, parce que c'est un tout finalement pour aller à l'international. Et nous sommes organisés aussi. Et on vient de créer tout récemment, à travers la nouvelle organisation, parce qu'une vision implique aussi une organisation, une direction dédiée à l'international, qui aura désormais cette mission de conquérir, et en priorité l'Afrique. Faire face à la concurrence qui doit être rude aussi. On n'est pas les seuls à lorgner sur le marché africain. Absolument. Et ça, c'est un autre axe aussi qui est dans notre stratégie nouvelle, qui évoque justement l'aspect de mutualisation, d'optimisation de nos investissements, de nos coûts, la réduction de nos chasses, la chasse justement donc, aux charges inutiles, comment être compétitif, réduire nos coûts d'investissement pour justement être compétitif et pouvoir aller sans encombre disputer des marchés sur ce continent. Et nous avons encore une fois donc beaucoup d'atouts. Je pense que personnellement je reste très optimiste par rapport à cette question-là. Mais aujourd'hui ce sont les énergies vertes, les énergies renouvelables qui sont plébiscitées, qui sont dans l'air du temps. Est-ce que la Sonelgaz va pouvoir proposer ce type de service alors que ce n'est pas encore tout à fait sa spécialité? Là vous évoquez la production. L'Afrique a besoin non seulement d'énergie verte, mais elle a besoin aussi d'énergie classique et je viens d'expliquer pourquoi. Le modèle est valable aussi pour n'importe quel pays qui démarre. C'est un peu le schéma directeur. Mais l'Afrique, c'est aussi le développement des réseaux. L'Afrique, c'est aussi des modèles de consommation aussi à mettre en place. L'Afrique, c'est aussi un besoin d'équipement, parfois tout simple. Un compteur,
un réseau, on sait bien le faire, on les fabrique en Algérie, nous avons des filiales au sein de Sonelgaz qui le font, d'autres aussi entreprises publiques, nationales et privées également, parce que là nous sommes vraiment sur un nouveau paradigme de partenariat public-privé, donc importe peu, pour peu qu'il soit un opérateur national capable, qui dispose bien sûr des certifications nécessaires, des capacités nécessaires, du potentiel, et nous sommes prêts à les accompagner également. Donc nous n'allons pas aller seuls aussi. Nous cherchons des alliances, des opportunités pour tirer avec nous aussi des opérateurs nationaux vers ce continent. Donc vous irez vers des partenariats étrangers? Nous avons déjà beaucoup d'expérience réussite en la matière au sein de Sonelgaz en Algérie, que nous allons d'ailleurs utiliser comme plateforme pour ce continent. Et nous sommes en train de chercher aussi d'autres opportunités dans ce sens. C'est justement dans la nouvelle organisation qu'on vient de créer. Donc, aussi Vous avez identifié de nouveaux partenaires? C'est en cours. C'est en cours. Nous sommes en discussion, en négociation. Parce qu'écoutez, on ne peut pas aussi éparpiller nos efforts. Il faut les concentrer, bien cibler, s'assurer des plus-values, des valeurs ajoutées qui seront apportées. Et je pense que beaucoup d'opportunités existent. L'Algérie est un pays très solvable. Sonelgaz aussi dispose d'une crédibilité à travers déjà les partenariats consentis qui sont un exemple de réussite concret. Et je pense que tout ça nous donne une très bonne position. C'est pour ça que je vous ai dit que je suis très, très optimiste sur ce sujet-là. Il nous faut un peu de temps pour mettre en place ces mécanismes, cet écosystème. Mais en même temps, nous sommes en train de saisir des opportunités immédiates qui s'offrent et ne pas passer à côté. C'est-à-dire? C'est ce que nous sommes en train de faire. Non, sur l'international. Nous sommes en train aussi de saisir des opportunités qui sont en train de s'offrir, parce que parfois aussi le temps joue contre nous aussi. Mais en même temps, nous sommes en train d'incuber donc une véritable stratégie future sur une matrice scientifique basée sur l'éligibilité aussi de certains pays d'Afrique cible que nous comptons atteindre seuls, encore une fois, ou à travers des alliances futures sur les services, sur les équipements, sur l'engineering, sur la maintenance et l'exploitation, et aussi sur la réalisation. Pourquoi pas. Alors pour la Libye, justement, vous aviez parlé de cette intervention, la mobilisation des équipes de la Sonelgaz en Libye. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que la Sonelgaz pourrait prendre le marché libyen en termes d'installation, on ne sait pas quels sont réellement les termes des négociations sur ce pays-là. Est-ce qu'on peut considérer que la Sonelgaz va intervenir de manière importante dans ce pays? Avec, on le sait, ce partenariat signé récemment avec GECOL. GECOL, c'est une entreprise publique libyenne. En fait, nous avons aujourd'hui un cadre, au moins, qui partagé entre les deux entreprises ou les deux groupes, qui donne un peu les grands axes de partenariat et puis les domaines aussi, d'une manière précise un peu de coopération. Nous avançons très bien, nous sommes très sereins sur ce sujet-là. Et vous n'en direz pas plus, monsieur pour des raisons de vous êtes très secret. Absolument, parce que nous sommes en phase de... Mais on sait que la Libye concentre un petit peu, voilà, elle est extrêmement convoitée à différents segments d'activité, différents domaines. La Sonelgaz ne doit pas être seule, certainement, à lorgner sur ce marché. Donc, on voudrait savoir si aujourd'hui, la Sonelgaz est bien placée pour prendre ce marché. Vous savez, alors, tout d'abord... permettez-moi de revenir un petit peu en arrière. À leur demande déjà, donc, l'Algérie a répondu favorablement donc, à l'invitation avec toute la célérité de la réactivité voulue, suite aux instructions de M. le Président pour une question de maintenance de la République. À la base. Donc, directement, 24 heures après les instructions donc, que j'ai reçues de M. le Président de la République, donc, nous avions réagi. Et c'était une véritable situation de crise. Nous avons pu remettre en service une centrale de plus de 530 MW. C'était énorme pour Tripoli. Je pense que c'était déjà un geste très favorable, très amical pour un pays frère. Et après, donc aussi également à la demande aussi de la partie libyenne, donc ils ont vu la capacité, le professionnalisme et puis les compétences des équipes qu'on avait dépêchées. Et donc depuis, ça a évolué. Ils avaient estimé que peut-être Sonelgaz pourrait envisager donc à élargir cette coopération à des échanges aussi sur des niveaux de maintenance. Ils sont venus en Algérie, ils ont visité nos installations, ils ont audité nos usines, ils ont découvert que finalement donc juste à côté donc de la Libye, il y a un pays qui sait bien faire le métier d'énergéticien et à travers une industrie énergétique très développée, très bien maîtrisée et qui pourrait être un bon partenaire et surtout
un partenaire qui a pu être trouvé en temps de crise quand il a été sollicité. On va revenir chez nous. Mais il n'y a pas que la Libye, l'Afrique, ce n'est pas seulement la Libye. Oui, en effet. On a pris un exemple. C'est un grand continent. Un exemple que tout le monde connaît aujourd'hui. On va revenir chez nous avec cette priorité d'améliorer le service public. Il y a cet exemple l'an dernier, par exemple, du système d'estimation automatique de la moyenne de consommation qui avait suscité quelques réactions, notamment avec des factures particulièrement salées pour les consommateurs. Alors ça fait partie justement des désagréments que peuvent rencontrer vos clients dans les agences de la Sonelgaz. Est-ce que par exemple ce système a été abandonné ou est-ce qu'il a été réparé techniquement? Absolument. Moi, je pense que ma filiale de distribution peut-être serait mieux placée pour discuter en détail sur le sujet. Mais c'est pas grave, je vais essayer peut-être de donner rapidement une réponse, quoique j'ai eu à m'exprimer sur la question à plusieurs reprises. Oui. D'abord, c'était conjoncturel. C'était pendant plein crise Covid. C'était à partir du mois de mars jusqu'au mois de juillet. Donc ça a duré un trimestre ou deux pour certaines localités. C'était incontournable. L'objectif, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'était comment éviter des cas de contamination, où à l'époque, si vous vous rappelez, à une année, le pic du Covid battait son plein et il fallait protéger et les citoyens et notre personnel. Et là, nous avons eu recours à cette technique, à ce système d'information qui est transparent, légal, approuvé par la commission de régulation, qui est le garant justement de services publics, la commission de régulation de l'électricité et du gaz. Et il n'y a pas eu, ça a été un petit peu amplifié la question en termes de, il n'y a pas eu vraiment de requêtes considérables sur ces sujets-là, hormis quelques-unes. Nous avons communiqué très bien avec les associations des consommateurs. Les choses se sont déroulées le plus normalement du monde. Et après, il y avait la relève des index réels et la question a été réglée. Donc, mais depuis, en fait, ma question repose sur. Et puis là, il y a eu sur l'après. Il y a eu peut-être des estimations basées sur un historique de consommation réel de citoyens. Peut-être l'année d'avant, il a consommé un peu moins, ou il était en vacances, je ne sais pas, ou un peu plus. Et dans les deux cas, les réajustements ont été effectués. Il y avait du moins, il y avait aussi du plus aussi, dans les deux sens aussi. Même nous avions aussi des préjudices par rapport au recours à ces forfaits, que à ma connaissance était nécessaire. Et même si demain il y a une crise pareille, Inch'Allah, si demain il y a une crise pareille, on va recours à ce système qui existe partout dans le monde et c'est tout à fait normal et c'est automatisé, c'est digitalisé, c'est très bien maîtrisé. Et puis après, donc on procède aux réparations. La priorité, encore une fois, c'était comment contribuer à l'effort national. Nous avons arrêté aussi les coupures pour éviter le contact aussi. Oui. C'est dans le même objectif, madame. C'est comment justement donner la priorité à la lutte contre la pandémie. Mais en termes d'amélioration du service public, est-ce que ce système a été abandonné, par exemple pour la saison chaude qui va arriver, la pandémie qui n'a pas dit son dernier mot? Est-ce que vous continuez sur ce système? Ça a duré juste un trimestre ou deux, et puis depuis le mois de juillet passé, bien sûr, c'était conjoncturel. À autre chose. Après, nous avons repris la relève normalement du monde, etc. Et tout est en ordre. À travers, encore une fois, la communication. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui pour l'amélioration du service public? Il y a le paiement en ligne qui fonctionne plutôt correctement. Nous avons déployé beaucoup d'actions. Et puis, nous avons commencé d'abord par l'aspect de communication, donc mettre un peu les centres régionaux des call centers, les 3303, pour justement prendre en charge toutes les réclamations, le contact quotidien pour les dépannages, pour orienter un peu les équipes de petites interventions, de grandes interventions, s'informer sur les incidents. Mais dans le futur, nous avons aussi modernisé nos réseaux de distribution en termes de digitalisation, donc de téléconduite un peu des réseaux pour les automatiser, réduire les temps de coupure. Nous avons multiplié, créé un peu des halls d'accueil pour améliorer à la fois les conditions de travail pour notre personnel, parce qu'un travailleur aussi qui travaille dans de bonnes conditions pourrait donner aussi un meilleur service. Et puis, nous avons insister sur la qualité de l'accueil, sur la prise en charge des réclamations, des requêtes de nos citoyens. Nous avons engagé un grand projet de modernisation de la distribution, qui est un peu le maillon, la première ligne, comme on dit, qui est un peu la vitrine un peu de Sonelgaz avec le citoyen. C'est là où le véritable service public est constaté. Qu'est-ce qui reste à faire aujourd'hui? Quand bien même que Sonelgaz, ce n'est pas seulement la distribution. Non. Il y a derrière l'interrupteur et la télécommande peut-être des hommes, des machines,
qui travaille en H24 pour justement donner ce confort aux citoyens et donner donc cette continuité de service. Qu'est-ce qui reste à faire aujourd'hui, M. Boulkhas? Bon, nous allons poursuivre. Par exemple, généraliser encore la digitalisation. Oui. Aujourd'hui, d'ici 2026. C'est absolument irréversible. Nous avons fixé un challenge. Nous sommes habitués à Sonagaz à fixer des challenges toujours. Parce que je pense, quand on fixe des challenges comme ça, on fixe des seuils, des niveaux de performance. Nous nous mettons sous pression et c'est comme ça qu'on peut avancer à concrétiser sérieusement nos plans d'action. Que nous suivrons au niveau de la haute direction, qu'au niveau opérationnel, tous les jours, à travers des reportings, etc. Donc, d'abord, en termes de digitalisation, Sonagaz ne démarre pas du néant. Nous avons une filiale qui existe depuis quelques années, qui s'appelle Elite, qui travaille sur des sujets. On vient de créer une direction corporelle de digitalisation numérique, qu'on a baptisée direction de la transformation numérique, parce que finalement, c'est une transformation. C'est comme la transition énergétique, c'est aussi une transformation vers le numérique. Nous avons du traitement d'un simple courrier jusqu'aux procédures, jusqu'à la gestion des réseaux, qui sont en grande partie aujourd'hui digitalisés. Mais ce n'est pas suffisant. Nous avons encore un long chemin à parcourir en la matière et nous sommes fixés justement en 2026 pour tout digitaliser au sein de Sonagaz. Il faut renforcer les capacités, il faut des budgets aussi, encore une fois, il faut des financements pour digitaliser. D'où allez-vous chercher les financements C'est toute l'ingénierie financière que nous sommes en train de déployer. Nous avons fait beaucoup de propositions sur la place locale, sur aussi à travers aussi des subventions, et aussi faire des efforts aussi en termes de restructuration financière à l'interne et d'assainissement, et de la réduction de dépenses. Et nous avons fait l'effort cette année, l'exercice, nous l'avions réussi. Nous avons pu réduire nos dépenses d'investissement de presque 20%. Nous avons pu réduire nos dépenses d'exploitation de presque 8%. C'est énorme, 8% pour un groupe comme le nôtre. Et nous continuons à chasser un peu ces coûts. Et puis, même si demain la situation financière s'améliore, je ne cesse de le dire, de le répéter à mes collaborateurs et à travailleurs, on doit inculquer cette gestion nouvelle, cette maîtrise de charge. Et c'est justement le 5e axe sur lequel repose notre stratégie, notre vision en 2035. Et le 6e, donc durant le débat, j'ai pu quand même vous donner les 6 axes sur lesquels repose la stratégie. Vous avez pu les décliner. Qui est la base, qui est le socle. C'est quoi, à votre avis, madame? C'est le capital humain. Oui. Même notre direction, on a baptisé, on est passé de la DRH, comme certaines entreprises, à DCH. C'est la direction du capital humain. Parce que pour nous, c'est le véritable capital. Alors, c'est une entreprise qui emploie, il faut le dire, près de 80 000 92 000 presque. 92 000, ça a augmenté. Et c'est un des grands pourvoyeurs d'emploi en Algérie. Donc, 2020, nous avons recruté presque 2600 travailleurs, dont 800 permanents et le reste, bien sûr, contractuel pour le besoin des chantiers. Alors, est-ce que vous avez développé un département de recherche et développement qui... Absolument, il existe. Qui est aujourd'hui appelé à... Il existe, mais c'est de la recherche appliquée. Oui. Il existe, nous avons nos laboratoires, nous avons depuis plusieurs années. C'est dans notre tradition, ça existe. Même d'homologation même du matériel et d'acceptation pour le matériel nouveau. Parce que vous avez un investisseur privé qui se lance dans un produit ou un équipement en matériel électrique ou gazier, il faut bien l'homologuer. Il s'agit de l'électricité, il s'agit du gaz, donc il faut s'assurer de la fiabilité de cet équipement, le certifier et puis lui donner un peu le billet d'entrée, le ticket d'entrée pour qu'il soit utilisé dans le réseau et encourager cette production nationale. Et nous sommes parmi les entreprises qui s'est versée réellement et effectivement par des actions concrètes en termes d'intégration nationale. De la distribution qui est aujourd'hui intégrée à 100%, fourniture et mise en œuvre, presque la quasi-totalité, en gaz aussi bien qu'en électricité. Que dans le transport, que dans la production. Nous fabriquons des turbines, trois segments nous fabriquons des transformateurs, absolument. Et nous continuons aussi à avoir toutes les opportunités avec des alliances pour continuer sur cette dynamique d'intégration nationale. Ce sont les alliances qui vont permettre à la Sonalgaz de pérenniser un petit peu tout ce développement. C'est tout à fait normal. Il s'agit de technologies de pointe pour certains. Donc profiter avec une alliance, nous avons beaucoup à gagner, beaucoup de valeur ajoutée. Il y a un savoir-faire à transférer, il y a une technologie, il y a de la formation. Et puis il y a aussi de la R&D, de la recherche et développement derrière. C'est des produits innovants, donc c'est évolutif dans le temps. Et puis personnellement, je considère que les alliances dans ce genre de domaine sont incontournables.
Il y a ce blocage dont a parlé notamment le commissariat aux énergies renouvelables, ce blocage ou cette absence de passerelle avec l'université, entre le monde de l'énergie et l'université. Est-ce que la Sonalgaz a pu un petit peu établir ou combler ce gap? Absolument. Et de quelle manière? Nous avons des conventions qui sont déjà mises en place avec les centres de recherche, avec les universités, à travers les filiales. Nous y travaillons. Mais pas suffisamment. Pas suffisamment. Est-ce qu'il y a véritablement cette passerelle d'échange? Nous accueillons tous les ans des stagiaires, de formation, des trainings. Moi, je pense que Sonalgaz, dans ses traditions, donc, insiste beaucoup sur ce volet. Je pense peut-être qu'il faut renforcer encore davantage. Oui, développer les cartes de formation. Aller vers encore des partenariats de masse avec les universités. Oui, nous sommes très ouverts, nous sommes une entreprise très ouverte par rapport à ces questions-là, dans tous les domaines. Mais est-ce que les cartes de formation évoluent justement? Vous avez parlé d'un domaine très évolutif, notamment dans les outils, dans les outils de l'énergie. Il y a ce paramètre évolutif. Est-ce que la carte de la formation suit au niveau de la Sonalgaz? Absolument, madame. Sonalgaz est une entreprise qui forme beaucoup et qui développe justement des formations, que ce soit pour le besoin interne, mais même pour le besoin un peu du marché de l'emploi national. Nous avons des écoles, des instituts, nous avons des écoles de formation appliquée, une à El Mila, une à Blida, donc qui forment tous les jours, des Algériens et même dans une dizaine de pays d'Afrique qui sont aujourd'hui, au moment où je parle, présents déjà en train d'être formés ici et ailleurs. Nous sommes présents au niveau de l'association africaine dans le siège à Abidjan. Nous avons un membre permanent là-bas, qui est de la filiale IFEC de Sonalgaz, la filiale de formation. Et nous continuons encore à travailler sur des catalogues nouveaux de formation pour les adapter aussi donc, aux défis actuels. Nous formons des formateurs aussi, produisons des formateurs, et nous sommes en constante et perpétuel contact avec les universités, mais aussi, il y a aussi la formation professionnelle, parce que qui est aussi le pourvoyeur aussi. Sonalgaz est une entreprise opérationnelle, donc de par son caractère, donc elle a besoin aussi de beaucoup de main-d'œuvre, notamment qui vient donc de formation sur professionnelle. Les chantiers nous avons réussi beaucoup de questions sur le sujet. Un exemple sur le site, par exemple, nous avons pu placer des conventions avec les centres de formation, les instituts de formation à la carte avec garantie d'emploi. Donc on prend des jeunes des localités donc, du Grand Sud, des frontières, des régions des frontières. Nous les formons dans nos écoles, après une formation générale, bien sûr, placée spécialement pour Sonalgaz dans les instituts et les écoles de formation professionnelle respectives, pour ensuite, après formation, sur le tas, et mise en situation professionnelle, trouveront donc leur emploi au niveau des localités du Sud, notamment dans la wilaya d'Élysée, de Tamasset, de Tindouf. Ça a très bien marché et elle a eu donc un résultat très favorable. Et elle a répondu aussi à un objectif escompté par Sonalgaz en termes de sédentarité et de création de l'emploi local pour ces régions-là. Alors, vous parlez des régions frontalières. Il y a le raccordement qui se poursuit et de manière importante, notamment dans les zones d'ombre, à l'électricité, au gaz. Le ministre a d'ailleurs fait état du raccordement de plus de 25 653 foyers, très exactement, à l'électricité. Plus de 11 000 foyers au gaz pour l'électricité et le gaz aussi. Pourquoi ces raccordements ne se font pas aujourd'hui en énergie verte, tout simplement? En termes de coûts, ce serait beaucoup plus intéressant pour la Sonalgaz. Pourquoi ça n'est toujours pas effectif? Je reviens justement à la question des modèles énergétiques. Donc, je pense que c'est vrai, jusque-là, donc on a toujours, c'était un choix de modèle énergétique qui consistait donc à réaliser des réseaux traditionnels un peu partout vers des endroits donc très éloignés qui sont parfois effectivement coûteux. Je pense aujourd'hui cette question est derrière nous, donc à travers cette nouvelle approche, là où les réseaux sont proches on raccorde, là où les réseaux sont loin, donc ça sera le solaire qui va prendre le relais. Vous parlez de l'immédiat ou vous parlez de... Bon, ça a déjà commencé. Oui. Vous voyez, vous remarquez, il y a tous les jours des maisons-services, aussi bien à travers le réseau qu'à travers aussi le solaire, dans des régions éloignées, à l'instar du gaz aussi. Là où le gaz aussi n'est pas possible, où c'est très loin,
ça demande des investissements colossaux. Oui. Maintenant, vous avez des hydropropanés qui commencent à se généraliser. Et le citoyen, au niveau de ces zones-là, dispose de la même qualité de service que si c'était le gaz étalé. Mais que représente justement la pénétration du réseau solaire dans ces régions? Mais à côté, madame, nous avons consenti beaucoup d'investissements sur les réseaux, où maintenant l'Algérie est électrifiée donc à presque 98%, on va dire. Et, les réseaux, et beaucoup de réseaux sont proches. Le gaz, nous avons pratiquement 1490 communes déjà sur l'ensemble des 1540, je pense, qui est déjà raccordé. Donc il y a cet effort. Il faudrait aussi rentabiliser tout ça et optimiser ces investissements. Maintenant, qui ont coûté très cher, on imagine. Pour les zones vraiment donc, reculées et isolées, là, je pense, l'alternative des énergies renouvelables pour l'électricité ou des hydropropanés pour le gaz, je pense qu'elle est la mieux indiquée pour des raisons donc, économiques. Avec la même qualité de service et le même confort qu'on veut donner aux citoyens pour désenclaver ces régions. On va parler un peu plus des énergies renouvelables, justement, puisque la Sonelgaz est donc désormais chargée officiellement de prendre en charge une bonne partie du programme national en énergie renouvelable. Sonelgaz qui n'a réalisé jusqu'à maintenant qu'un peu moins de 400 MW de centrales solaires photovoltaïques lancées début 2014 et puis plus vraiment grand-chose. D'abord, pourquoi la Sonelgaz ne s'est pas engagée plus dans les énergies nouvelles, vertes? Aujourd'hui, comme vous l'avez si bien signalé, les seuls projets qui ont été réalisés, qui sont en service, c'est justement donc sur les 22 wilayas, nous avons 350 MW qui sont déjà réalisés, principalement solaire, avec une centrale éolienne aussi expérimentale au niveau d'Adrar. Nous avons aussi un technopole au niveau de Raldaya où on expérimente les 4 technologies renouvelables, les onduleurs également. C'est vraiment un laboratoire à ciel ouvert et qui est ouvert justement au centre de recherche aux universités, donc tous les jours. Donc ils le visitent et c'est une véritable école mais ça reste peu. Ça reste peu, M. Bonfras. C'était une action donc, volontariste, je dirais, de Sonelgaz à l'époque. Aujourd'hui, donc, le nouveau programme donc, se dessine, la volonté politique surtout aussi. Qu'est-ce que vous allez prendre en charge et comment? Et je pense que, en termes d'énergie renouvelable, nous sommes prêts, et je l'ai toujours dit à maintes reprises, à jouer un rôle dans cette concrètement, transition énergétique en général, et puis les ENR en particulier. La voie des ENR, écoutez madame, dans tous les pays, c'est une voie difficile. Mais aujourd'hui, elle devient irréversible. Donc, je pense Sonelgaz était aussi en position également d'attente, de visibilité claire. Je pense aujourd'hui la visibilité y est, et la volonté aussi y est. Et aussi l'autre volet de la question, que souvent donc, les experts ne l'abordent pas, c'est l'ingénierie financière qui doit accompagner les ENR. Le succès ou le facteur clé de succès des ENR, c'est l'ingénierie financière. Le côté technique, il est gérable, il est maîtrisable. Le côté transversal aussi, on ne démarre pas du néant. Le côté légal et institutionnel aussi. Mais c'est beaucoup plus l'ingénierie financière et les mécanismes qu'il faut mettre en place pour les réussir. Il y a la création de cette société mixte avec la Sonatrach pour justement mettre en œuvre à effet immédiat, c'est ce qui est ressorti du dernier Conseil des ministres, effet immédiat pour la production de ces 1000 MW, 4000 MW, on l'a dit, d'ici 2024 et 15 000 d'ici 2035. Qu'est-ce que vous allez prendre en charge concrètement? Comment va être déployé ce programme à court terme des 1000 MW? On en sait très peu, la question est un peu floue. Que va prendre Sonelgaz? Comment et sous quelle forme? Aujourd'hui, là, vous évoquez un peu l'aspect de mise en œuvre. Aujourd'hui, nous avons travaillé déjà sur, quand on parle du renouvelable, il faut d'abord préciser, il s'agit du photovoltaïque, les 1000 MW. Donc, photovoltaïque égale foncier. Nous avons déjà élagué cette question et nous avons déjà un bon réservoir d'études du potentiel et aussi le foncier qui va abriter et accueillir ces quantités de renouvelables, même au-delà de 1000 MW en termes de préparation et d'anticipation sur ces programmes. Nous avons des études des réseaux, des études de raccordement, tout ça, attention, c'est des préalables, incontournables. Il ne suffit pas de dire que je vais réaliser le renouvelable. Aujourd'hui, mais la réalisation est prévue pour l'année en cours. Aujourd'hui, je vous le dis, la seule question maintenant que nous sommes en train de discuter avec Sonatrach pour trouver un peu les voies et moyens, c'est la question d'ingénierie financière qui doit être clarifiée. Ça pose problème. Bien entendu, ça reste une industrie capitalistique.
il faut trouver les mécanismes qu'il faut. Ça, c'est d'une part. C'est-à-dire en termes de cash d'abord. Ouais. Et puis, l'autre volet de la question, c'est un peu le mécanisme de compensation du kilowattheure, du différentiel. Parce qu'après l'acheteur, ça sera aussi la filiale de Sonelgaz, la distribution. Et si on aura un kilowattheure qui se croise avec le classique, tant mieux. Tout dépend des offres, comment ça va donner, le résultat de l'appel d'offres. Mais si on aura donc un différentiel, il faudrait bien chercher ce différentiel pour compenser notre filiale de distribution à travers la filiale Sonelgaz aussi, qui prendra notre cascade d'acheteurs et qui vont encore creuser aussi dans le déficit. Donc toutes ces questions-là sont en cours d'être traitées, élaguées, avec bien sûr le ministère concerné, la transition énergétique. Donc je pense que nous allons aller vers une dynamique. De toute façon, Sonelgaz et même Sonatrach sont habitués à ce genre de défi. Et le programme... Donc on aura les 1000 MW avant la fin de l'année. Le programme de M. le Président de la République, tel qu'annoncé, sera pris en charge par les deux entreprises et nous allons réaliser, Inch'Allah, les énergies renouvelables dans les délais impartis. Les 1000 MW avant la fin de l'année, vous l'assurez ce soir, M. Je ne me suis pas engagé sur ça, madame, sur la question, mais nous allons tout faire pour mettre en œuvre l'instruction de M. le Président de la République. L'ouverture du réseau traditionnel de distribution aux petits producteurs des énergies photovoltaïques notamment, on parle de réticence, voire de résistance de la Sonelgaz qui voudrait garder une forme de monopole. C'est même dans le rapport du commissariat des énergies renouvelables. Ce soir, vous avez l'occasion de répondre à cette problématique. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est de toute façon, est-ce que c'est le cas je sais au niveau pas de la Sonelgaz? Je n'ai pas eu connaissance de ce rapport qui date de 2020. De contenu de ce rapport, mais je peux quand même vous répondre un petit peu dans l'absolu. Aujourd'hui, Sonelgaz se prépare pour le renouvelable. Le renouvelable, vous avez deux sources. Vous avez le centralisé qui vient sur le réseau. Vous venez d'évoquer donc les 1000 MW entre autres. Oui. En plus de ce que nous avons déjà sur le réseau, ce que nous avons capitalisé. Donc, en termes de réalisation, en termes de gestion, de maintenance, d'exploitation, Sonelgaz sait le faire. Cléo Plateau, la SCAP, le Grand Sud, nous avons la filiale SCATM qui travaille sur le sujet. Et dont la réussite était, je pense, aujourd'hui une réussite. Sur la question, elle est importante, il faut s'avérer quand même donner quelques Non, sans faire de digression, quelques répondre explications. Directement. Donc, le décentralisé, il faut aussi se préparer. Préparer les réseaux. La réglementation le permet depuis 2002. Pourtant, il n'y a pas eu les textes d'application. C'est un peu ça qui a. C'est question de texte d'application. Vous avez répondu à la question. Oui, mais nous sommes techniquement. Pardonnez-moi, je termine juste ma question. Pourquoi la Sonelgaz n'a pas contribué à justement aller vers cette solution? Aujourd'hui, nous sommes prêts à accueillir toute quantité qui sera produite en termes de NR, aussi bien du réseau centralisé que le niveau décentralisé. Nous pouvons l'accueillir sans aucun problème. Sonelgaz, bien au contraire, ce n'est pas un frein pour le renouvelable. Au contraire, Sonelgaz a toujours été l'incubateur du renouvelable. Elle a toujours accompagné l'investissement en renouvelable. Nous sommes en train même de préparer un opérateur système nouveau qui sera mis en service dans quelques mois pour justement un système nouveau flexible de conduite du système. Parce que vous avez des quantités énormes qui vont venir les prochaines années. Il faut disposer d'un système fiable, flexible, vu le caractère intermittent des renouvelables. L'excédent qui viendrait aussi sur le réseau décentralisé, qui sera favorisé peut-être aussi par les tarifs aussi, va permettre aussi d'appréhender la question. Nous nous y préparons par nos réseaux intelligents, par notre compteur intelligent, par la formation et par la gestion. Donc aujourd'hui, Sonelgaz se modernise et se prépare à accompagner véritablement la transition énergétique qui joue un rôle important. Nous sommes prêts à le faire. Nous avons les capacités, nous avons les hommes, nous avons les femmes, nous avons les compétences et nous travaillons pour renforcer davantage les capacités seuls et en partenariat. Monsieur Shahar Boulkhras, je rappelle que vous êtes président directeur général de la Sonelgaz. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. C'est moi qui vous remercie, madame, également. Et ça a été un plaisir aujourd'hui d'échanger sur ces sujets-là que je considère d'actualité et qui engage l'Algérie dans une nouvelle ère. Dans une ère nouvelle, oui. Nouvelle. Merci beaucoup. Merci à madame. Vous de nous avoir prêté attention. J'espère vous retrouver dès la semaine prochaine. Excellente suite des programmes avec nous sur Canal Algérie. Bonsoir.